Archive mémorielle d'Alpharius. Rogaldorn ne m'aime pas. En vérité, je ne l'apprécie guère non plus. On a du mal à aimer un frère aussi pompeux et qui pourtant se pense humble serviteur. Son armure est faite de la même matière que celle de notre père, et il a été nommé commandant de défense du palais impérial. Personne n'aime les fiers à bras, mais quand on porte des atours guerriers qui rappellent le maître de l'humanité, autant l'assumer. La modestie qui s'affiche de la sorte fait pratiquement figure d'arrogance. En outre, il ne ment jamais. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui ne dit que la vérité. Nous n'avons coopéré ouvertement qu'en une seule occasion, lors de la campagne contre le prince du monde. L'intervention de ma légion avait hâté la capitulation du monde à assujettir en guidant l'assassinat de presque toute la caste dirigeante en une nuit. Et suite à cela, Rogal me reprocha de ne pas l'avoir aidé. Et pire encore, d'avoir été d'une efficacité suboptimale selon mes propres critères. En cela, il avait raison, mais tout en ayant été dupé. J'aurais effectivement pu ordonner mes forces différemment. J'aurais pu attendre que la situation devienne intenable pour les défenseurs, ce qui aurait permis d'éviter l'assassinat des régnants et d'inféoder ce monde avec moins de heurts. Le fait, pour moi, de ne pas avoir procédé de la sorte, et que Rogal l'ait vu, nous apprend deux choses. En premier lieu, Rogal jugeait que ma légion aurait dû agir comme les Imperial Fists le voulaient, et que mes méthodes auraient dû s'aligner sur les siennes. Pour une légion et un primarque si investis dans leur dévotion vers l'empereur et l'impérium, c'est une intéressante juxtaposition de modestie supposée et d'arrogance non assumée. Nous sommes frères après tout, et censément égaux. Je me demande si Rogal aurait exigé la même chose si par exemple on lui avait adjoint Horus. Ou encore, puisque ma légion et moi étions perçus comme des retardataires pour la grande croisade, qu'il se jugeait de rang supérieur en vertu de son ancienneté. En second lieu, cela nous dit que Rogal comprenait qu'on aurait pu obtenir la reddition grâce à une intervention autre que militaire, aussi bien que par ses propres victoires sur le terrain, mais qu'il n'avait même pas fait l'effort de procéder ainsi lui-même. Il voit toujours le combat comme l'unique méthode viable. Troisièmement, cela nous apprend que si on souhaite savoir si notre frère comprend comment on pense, il faut lui donner l'occasion de critiquer notre conduite, et ainsi voir sur quels aspects il se focalise. Il peut bel et bien identifier des défauts à corriger, mais il tend davantage à révéler ses propres biais et faiblesses, cela aussi bien par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. Pourquoi souhaiterais-je savoir tout cela ? Rogal s'était approprié le monde trône comme ne l'avait fait aucun autre primarque. Il avait supervisé ses défenses et les avait configurées selon ses préférences. C'est lui, le prétorien de Terra. Si d'aventure mon père disparaissait, qui d'autre l'impérium en deuil reconnaîtrait-il aussitôt après la tragédie que le fils dévoué qui garde le palais impérial, derrière des défenses qu'il a fait ériger, en portant une armure si irrésistiblement évocatrice de celle de notre père? Je n'ai pas confiance en Rogal Dorn. Et les légionnaires en stase sous les désolations toxiques du Gobi témoignent du fait que je ne suis pas resté inactif. Deuxième partie. La Légion fantôme. Dans les ombres. Nous reprîmes notre progression, rasant les murs et les coins, en comptant sur les propriétés de caméléon de notre armure pour nous soustraire au regard alors que la ville brûlait tout autour de nous. Les armées de Trula avaient une prédilection pour de puissantes armes à énergie qui étaient dévastatrices quand elles faisaient mouche, mais qui avaient une fâcheuse tendance à déclencher des incendies dans le cas contraire. Plusieurs de mes frères, Ferrus, Mortarion, Perturabo et même Russ, auraient pris la force de l'ennemi comme un défi à relever frontalement. Plusieurs de mes frères sont des crétins. Un ennemi qui ne tire pas n'est pas une menace. Un ennemi qui tire au jugé est une menace pour son propre camp, autant que pour l'adversaire. Un ennemi dont on peut guider le feu est un atout. Nous avions étudié Trula de près avant d'intervenir, avant même qu'elle ait entendu parler de l'Imperium, afin de comprendre sa valeur militaire mais aussi sa culture. Cela prend du temps pour sûr, mais c'était pour cela que j'avais dépêché mes agents de toutes parts aussitôt que mon père avait lancé la grande croisade, pour les faire s'insérer dans les sociétés destinées à être ramenées dans le giron impérial. Il voulait offrir à l'humanité sa lumière dorée pour qu'elle se rallie en masse à son étendard. Je me préparais à l'éventualité contraire. Il ne le savait pas, il n'avait pas besoin de le savoir. Certes, mes agents furent nombreux à ne pas remplir leur mission. Certains ont péri, d'autres ont été envoyés dans des systèmes planétaires où en définitive ma légion n'est jamais allée.
mais ils peuvent encore se montrer utiles malgré tout. Qui sait combien de phénomènes apparemment aléatoires, combien de maladresses ennemies, combien de redditions à mes frères fut le fruit du travail de mon réseau? Et, une fois en place, mes agents peuvent demeurer utiles à plusieurs reprises. Au besoin, je pouvais en de nombreux lieux tirer les ficelles d'agents hypnoconditionnés ou intrinsèquement dévoués, tous utiles et sacrifiables si nécessaire. Cependant, les plus grands succès de mes agents survenaient quand j'étais présent en personne sur le théâtre d'opération, de sorte à pouvoir utiliser au mieux leur placement. Par exemple, si vous êtes un état-major, c'est en théorie une excellente idée que de faire émettre en permanence par l'ensemble de vos unités un code qui permet de les identifier et de les localiser. En pratique, un ennemi peut décrypter ce code pour, mettons, le remplacer chez la moitié de vos forces armées par le slogan rebelles violents qui ont failli provoquer une guerre civile dans votre société un demi-siècle plus tôt. Cela peut entraîner chez vos troupes de la tension et une tendance à ouvrir le feu pour rien, en particulier s'il y a eu des sabotages spectaculaires et autres dégradations de sites culturels depuis quelques semaines. Tout à coup, l'ennemi se révèle, et il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. De vieilles rancœurs rejaillissent et se conjuguent à la vigilance exacerbée pour dégénérer cette fois en véritable guerre civile. Les loyalistes font feu sur ceux qui diffusent les slogans subversifs. Les supposés rebelles, incapables de couper les émissions de leur équipement transpondeur et considérant le climat tendu, peuvent ne pas avoir le temps de s'expliquer et devoir riposter ne serait-ce que pour se défendre. Comment pourrait-ce être l'œuvre d'étrangers ? Comment pourrait-il connaître votre histoire locale ? En outre, des ennemis extérieurs auraient saboté des installations militaires, des dépôts de munitions et autres relais de communication. Certainement pas des monuments à la gloire des héros d'antan, ou des statues des fondateurs. En réalité, nous avons pris pour cible l'ensemble de ces lieux. Nous nous sommes contentés de n'agir qu'une fois que les Truliens s'entredéchiraient déjà, et qu'ils s'étaient bien décidés à purger leur propre rang, sans plus prendre garde au reste. Quand ce qui semble être l'ennemi proclame ouvertement sa présence, on ne se soucie pas du silence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les préparatifs avaient duré des années. Notre action clandestine directement hostile avait commencé 5 semaines terriennes auparavant. Militairement parlant, nous étions déployés sur le terrain depuis quelques heures, et la majorité de la planète était déjà prête à tomber entre nos mains. À présent, la capitale était en flammes, et l'air était lourd de fumée noire. On entendait le grésillement des armes à énergie, l'explosion de conduites de combustible ou l'impact d'un aéronef d'attaque ou de transport de troupes abattu par l'un ou l'autre camp. La population paniquée se terrait, les forces de sécurité se battaient entre elles, et personne ne se souciait des 6 silhouettes en armure modèle 4 qui franchissaient une intersection routière à la faveur de la nuit. Ce qui tenait lieu ici des lumens publics était éteint, car une de mes équipes avait fait sauter le relais électrique local exactement 7 minutes plus tôt. J'étais accompagné de 4 chasseurs de tête, Eltan, Dersus, Jatena et Imor, et d'un membre du librarium, Akil Gukul. Je jouais le rôle du primate chasseur de tête, et je portais comme mes compagnons une plate de légion tissée de caméléolins. Nous n'étions pas là pour proclamer la venue de l'Imperium, car Trula était trop fier pour l'accepter. Nous étions venus pour saper les fondations de cette société, pour qu'elle se retrouve prête à accepter n'importe quelle reprise en main, ou tout du moins, la rendre incapable d'opposer une résistance digne de ce nom. Les Imperial Fists arriveraient d'ici 6 mois d'après mes calculs. En tenant compte du temps qu'il faudrait à leur flotte expéditionnaire le plus proche pour achever sa campagne actuelle de mise au pas, puis pour parvenir au système suivant, ici même en toute logique. Je me demandais brièvement si Rogal songerait qu'il y avait eu une intervention extérieure. J'en doutais. Mes frères ne connaissaient pas encore ma 20e Légion. Nous n'avions ni héraldique, ni livret officiel, ni organigramme hiérarchique. Nous n'avions même pas de nom. Aux yeux de la majorité, y compris ceux qui étaient au fait du projet Astartes, la 20e Légion n'en était pas encore au stade d'assimilation finale, sans parler d'être opérationnelle sur le terrain. Nous étions une légion fantôme, l'épée secrète de l'empereur. Les nobles guerriers des Legiones Astartes étaient les plus grands champions de l'Imperium, qui déferlaient sur le champ de bataille avec leur puissant arsenal, et soumettaient des mondes entiers par la force des armes et la lumière de la vérité impériale. Du moins, à en croire Gilliman, ou Dorn, ou Fulgrim. Il n'y avait pas de place pour les assassins, les saboteurs, les tactiques qui s'attaquaient à la psychologie de l'adversaire autant qu'à sa présence physique. Ils savaient faire la guerre d'une seule façon, et ils y excellaient, mais leur succès les aveuglait. « État de la cible » manquis-je. « En approche » répondit Gukul. Il ne se servait pas d'un auspex, mais je le croyais.
D'autres légions répugnaient à recourir au pouvoir Psychana, mais je ne voyais aucune raison de m'en priver. Tous les outils sont les bienvenus, pour peu que leur utilisateur sache en faire bon usage. Gukul était un des meilleurs de notre légion. Nature, demandai-je. 3 véhicules, des voitures, précisa Gukul, la voix légèrement tendue par l'effort. Pour l'avoir vu faire cela tête nue, je savais que sous son homme, il avait les paupières closes, mais les yeux en rapide mouvement. Comment sais-tu que ce sont des voitures ? Interjeta Dersus. Même sans voir le visage de Gukul, je devinais à son ton qu'il souriait. Un des conducteurs pensa à la suspension. La cible est au milieu du 2e véhicule. Seulement 3 s'interrogea Jatena. Seigneur, sommes-nous sûrs que c'est l'état-major ? Oui, assurai-je. D'autres primarques se seraient offusqués d'être ainsi apostrophés par un simple soldat. Pas moi. Mieux vaut accepter les remises en question et les vérifications de son raisonnement pour mieux en démontrer le bien fondé. Si on rejette les questions en vertu de sa supériorité, on refuse la possibilité même d'avoir tort, ce qui revient à se tenir en équilibre au sommet d'une pente périlleuse. Par conséquent, il faut encourager les questions, sans quoi une légion se retrouve moulée à l'identique, prise dans un carcan inflexible, dont les guerriers sont réduits à l'état de masse uniforme qui ne sait que ce qu'elle a appris par cœur et dépend de l'inspiration de ses supérieurs. Le genre de force armée qu'on peut décapiter en visant ses chefs, ce qui, coïncidence, était exactement ce que nous allions faire. J'entendais à présent les véhicules qui se rapprochaient, et je me préparais. Les autosens des armures énergétiques avaient tant fait de progrès, depuis cette première bataille sous la neige devant la porte au lion. J'avais un pistolet à plasma dans une main, et dans l'autre, une lance énergétique présentement désactivée. Celle-ci n'était pas en dotation standard dans les légions, mais je m'étais attaché à ce type d'arme depuis que j'avais endossé l'identité du custodien Garo sur Terra, et j'avais adapté la conception des lances phéniciennes en usage chez les empereurs Children. Déjà, les autres légions adoptaient leur doctrine militaire de prédilection, et gardaient jalousement leurs astuces et leurs jouets. Des roitelets, qui érigeaient des frontières autour de leurs mottes. Que pouvait-on attendre d'autre, de la part de frères qui avaient été monarques avant que mon père les découvre ? Fulgrim ignorait que nous disposions de ces concepts. Je crois qu'il n'était même pas au fait de notre existence. Au-delà de l'idée toute théorique qu'il y avait une 20e légion quelque part, a priori, encore dans les entrailles du palais impérial. Et ce qu'il ignorait ne pouvait pas lui nuire. Ce qui n'allait pas être le cas du grand suzerain qui se dirigeait vers nous, ou plus précisément vers son bunker. Son itinéraire allait le faire passer près de notre cachette, pendant que le ciel était illuminé par la lutte fratricide de ses subordonnés. Nous attendîmes que se rapproche le bruit des véhicules, celui de puissants moteurs poussés à leur limite. Je ne donnais aucun ordre. Chaque guerrier connaissait son rôle. Un moteur baissa subitement en régime, aussitôt suivi d'un autre. Le véhicule de tête poursuivit à sa vitesse maximum et nous dépassa en rugissant. Un modèle civil noir et racé, mais de toute évidence lourdement blindé. La voiture suivante, à bord de laquelle se trouvait le grand suzerain, se présenta quelques instants après. Elle ralentissait à présent que Gukul influençait le chauffeur. Et les bolteurs de mon escouade l'accueillirent par une salve qui grêla le métal protecteur du flanc en se concentrant sur le compartiment du conducteur. Quand les bolts réduisirent ce dernier en bouillie, le véhicule fit un écart et percuta l'angle d'un bâtiment de l'autre côté de l'intersection. Gukul grogna et mit un genou à terre. Au moment où le 3e véhicule, qui avait freiné suite à la décélération subite du 2e, dérapa au coin avant de foncer sur nous. Une escorte, décidée à se sacrifier pour donner au grand suzerain le temps de s'échapper, s'il était encore en vie. C'était une admirable démonstration de courage et d'entraînement, et même l'armement Astartes ne pouvait pas désagréger une véhicule de cette masse, lancé avec un tel élan, suffisamment vite pour l'empêcher de nous percuter. Nous nous contentâmes de l'esquiver. Eltan et Dersus partirent à gauche, et Imor à droite, entraînant Gukul qui était apparemment sonné. Jatena et moi, nous bondîmes tout droit par-dessus la voiture. Ce n'était pas prévu, mais ma légion part du principe qu'il faut éviter les attaques adverses et non les encaisser par pur orgueil. J'atterris et entendis derrière moi crisser les pneus du véhicule, qui freinait à la hâte en constatant qu'elle nous avait manqué. Les occupants venaient de signer leur arrêt de mort. Eltan et Dersus allaient les éliminer en assaillant la voiture avant qu'elle se remette en mouvement. Devant nous, le premier véhicule d'escorte venait de comprendre ce qui venait de se passer derrière lui, et il ralentissait. Jatena prit 2 grenades frag à sa ceinture, les dégoupilla et les lança dans le même mouvement. Elles décrivirent une trajectoire plus longue et plus précise que ce qu'un humain ordinaire aurait pu leur imprimer, et détonnèrent sous le châssis de la voiture avec assez de force pour la retourner. « Gukul » manquis-je sans me retourner.
tout en me dirigeant vers le véhicule cible. « Pardonnez-moi, Seigneur !» répondit Gukul, passablement ébranlé. « Je n'avais encore jamais contrôlé l'esprit de quelqu'un jusqu'à l'instant de sa mort. Une expérience déplaisante. »« Nous en tiendrons compte désormais, promis-je. » J'entendis une vitre blindée céder sous les coups de Dersus, puis l'explosion d'une sphère à venin dans le troisième véhicule. Ces sphères étaient une récente amélioration de notre part des grenades de frag standard, qui incorporaient des traces d'un cristal découvert sur une planète du nord galactique. Cet élément s'était révélé violemment toxique pour la plupart des formes de vie, à tel point qu'une poignée de membres du Mechanicum affectés chez nous se refusèrent à en faire une arme. Ils furent victimes d'accidents aussi regrettables que plausibles, ce qui ouvrit des perspectives d'avancement à des individus plus larges d'esprit. C'était une perte à déplorer, mais ma légion opérait encore clandestinement, et nous n'avions pas le luxe de ménager les susceptibilités. Après tout, le Mechanicum se devait de contribuer au progrès de l'Imperium. Tous les outils sont bienvenus, pour peu que leur utilisateur sache en faire bon usage. Les portes arrière du véhicule qui me faisait face s'ouvrirent, et un garde du corps sortit maladroitement de chaque côté. Les gardes étaient des soldats d'élite, nantis des meilleures armures que cette société pouvait fournir ainsi que d'armes à énergie locale. Mais aucun mortel n'aurait pu se remettre instantanément de la récente collision. Je pointai mon pistolet et désintégrai la tête de l'un avec une décharge de plasma aveuglante. L'autre parvint à tirer, mais j'anticipais sa visée, roulai sous le faisceau et me relevai devant lui en lui infligeant un coup de lance énergétique qui fendit son plastron comme de la soie. Il s'affaissa sur le fer et je le rejetai de côté, avant de me tourner vers les véhicules. De l'autre côté en émergea une forme désorientée qui trébucha sur le cadavre sans tête. C'était le grand suzerain. Le personnage apparaissait souvent picte dans cette société, et nous étions bien documentés sur nos cibles. Je le reconnus rien qu'à sa nuque. Je levai la lance énergétique pour la lancer comme un javelot, et elle l'empala droit entre les omoplates. Il s'écroula dans un spasme de douleur, puis le choc lui fit perdre conscience définitivement. « Au rapport !» demandai-je en contournant le véhicule pour récupérer ma lance. Je fis feu au pistolet à plasma sur la première voiture, qui s'était retrouvée sur le toit. Le réservoir de carburant prit feu, faisant déflagrer le véhicule entier dans une bouffée de feu jaune et de débris. Il ne pouvait y avoir de rescapé, et j'ignorais 2 petits morceaux de métal qui tintèrent contre mon armure. « Aucun blessé chez nous, Seigneur !» répondit Dersus. Je consultai mon chronomètre. Nous avions joué notre rôle dans le délai alloué par le plan d'ensemble. Notre extraction était prévue dans 10 minutes, 500 mètres au sud. Le flux picte de mon homme était sauvegardé sur une capsule de données. Et parallèlement, je transmettais en temps réel l'image du grand suzerain, à plat ventre sur la route et visiblement on ne peut plus défunt, à un de mes agents de l'autre côté de la ville. Nous venions de nous emparer d'un des principaux centres de communication. Jusqu'ici, la grande majorité des citoyens n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait, faute d'avoir accès aux liaisons militaires. Il était temps que cela change. La peur et l'incompréhension s'étaient rapidement répandues suite à ce conflit soudain. La population allait recevoir une réponse, et elle n'allait pas lui plaire. Sur les ondes se retransmit le slogan subversif que nous avions glissé sur les canaux militaires. Adressé aux citoyens sur toutes les fréquences, il accompagnait l'image de leurs dirigeants assassinés en pleine rue. En plus de fournir une explication claire à ce qui ressemblait sans aucun doute à une insurrection, cela démontrait le succès de celle-ci. Dès lors, les véritables adeptes du mouvement séditieux n'auraient plus de raison de demeurer dans la clandestinité, confiant en l'avenir de leur cause à la lumière des événements actuels. Même si le gros de la population n'en était pas partisan, les citoyens allaient s'entre-déchirer aussi âprement que leurs militaires l'avaient fait, convaincus que les responsables des atrocités étaient parmi eux. S'il avait appartenu à ma légion de conquérir ce monde, nous aurions laissé la disruption se développer, avant d'éliminer les vestiges des forces armées par une attaque éclair venue de plusieurs directions. En l'occurrence, nous allions simplement laisser ce monde poursuivre sa guerre intestine le temps que les Imperial Fists arrivent pour y mettre bon ordre. J'avais la certitude que ce que Rogal trouverait sur place conforterait sa foi en la légitimité de l'Imperium. Ça lui plairait. « Seigneur !» intervint Eltan tandis que nous quittions la scène de l'embuscade d'un pas vif. « Aurons-nous un jour l'occasion de faire des conquêtes en notre nom ?»« Est-ce frustrant, répondis-je, de voir nos frères des autres légions amasser les victoires et être traités en héros ?»« Pour sûr, Seigneur, avoua Eltan. Il nous est même arrivé de porter leurs couleurs. » Je pouvais comprendre la soif de reconnaissance d'Eltan. C'était un membre de la Légion originelle, d'une des rares contrées de Terra que les insatiables armées de mes frères n'avaient pas encore vidées de leurs recrues. De mon côté,
J'avais depuis cette époque nettement élargi la sphère et la nature du recrutement. Sans avoir la science de mon père en la matière, je savais que le génogerme attribué à ma légion était remarquablement stable, ce qui nous avait permis d'accepter des candidats que d'autres légions n'auraient pas jugés aptes. Je souris sous mon homme. Patience, mon fils. Contente-toi de penser à cela. Tout d'abord, aux victoires qu'ils nous doivent, à leur insu. Ensuite, alors qu'ils croient la 20e égarée et privée de leur chef, toi, tu as connu ton primarque depuis ton accession à l'Astartès. Et enfin, quand l'heure sera venue de nous révéler à la galaxie entière, nous les éclipserons tous. Cette perspective m'inquiétait autant qu'elle m'exaltait. J'aspirais moi-même à être reconnu, ce que j'avais toujours fait passer après le bien de l'Imperium, mais je n'allais pas sortir de l'ombre à la légère après tout ce temps. « Seigneur ?» Ce n'était pas la voix d'un de mes compagnons que j'entendis dans mon récepteur auriculaire. Je reconnus Armilius Dinat. C'était un de mes commandants les plus capables, à qui j'avais confié la supervision de toute l'opération pendant que je jouais mon rôle sur le terrain. Même si en vérité, il n'y aurait pas grand-chose à gérer, de par la nature compartimentée et décentralisée de nos activités. Il se trouvait à bord de l'Alpha, ma barge de bataille cachée derrière la plus petite des 2 lunes de la planète, et il n'était pas censé me joindre, sauf cas urgent de la plus grande importance. « Oui, répondis-je. Nul besoin de réprimander d'avance Dinat pour cette infraction au protocole de la mission, que le motif soit justifié ou non. Nous avons reçu une transmission du réseau. Il se peut qu'on ait trouvé un autre frère. » Un frisson d'excitation me traversa. L'empereur avait retrouvé Horus, aucun doute là-dessus. Par ses rapports, mon réseau avait été d'une utilité primordiale pour nous guider vers certains de nos frères retrouvés au cours de la Grande Croisade. Les agents envoyés sur Macrage, Inuit et Chemos, par exemple, avaient aussitôt eu la certitude que les dirigeants locaux devaient être des créations de mon père. C'est ainsi que j'orientais les expéditions, avec la pluie de Malcador, il faut le souligner, de sorte que mes frères soient retrouvés au plus tôt. Or, parmi ceux-ci, il y en avait un en particulier que je désirais rencontrer ardemment. Même si j'avais ressenti un semblant de lien fraternel en observant à leur insu ceux qui avaient déjà été découverts, il manquait celui dont je me sentirais le plus proche. C'était certes une étrange notion, mais j'avais la certitude absolue que quelque part dans la galaxie existait un frère avec lequel j'aurais tout en commun. « Reçu, dis-je. Rappelez tous les agents et préparez-vous au départ. » Je n'allais pas laisser cette question en suspens. Les Imperial Fists sauraient s'occuper de ce monde tel qu'ils le trouveraient. Nous leur avions déjà préparé le terrain. Alors même que mes chasseurs de tête, Gukul et moi parvenions sur le pont précisé dans nos paramètres de mission, avant de nous laisser tomber à bord du véhicule qui passait dessous comme prévu, je me connectais aux émissions locales et entendis scander le slogan primitif qui avait apparemment tant fait de tort à cette société une génération auparavant. « Du sang et des crânes! Du sang et des crânes !» Dorn était le bienvenu dans ce système. J'avais affaire en des lieux plus importants.